Il y a des instants où le monde semble se figer, où chaque détail, le bruit d'un pas, une odeur, un éclat de lumière, paraît étrangement familier, comme s'il appartenait à un souvenir que nous n'avons pourtant jamais vécu. On appelle cela le déjà-vu. Pour certains, ce n'est qu'un court-circuit du cerveau, une illusion fugace. Mais pour d'autres, ce phénomène n'a rien d'un simple caprice de la mémoire. Il s'agit d'une faille, d'une brèche invisible entre deux réalités. Et quand on regarde trop longtemps dans cette fissure, il arrive qu'elle vous regarde aussi. Ce que vous allez lire n'est pas un recueil de coïncidences ni d'hallucinations. Ce sont 4 histoires vraies, du moins racontées comme telles, où le déjà-vu a pris une tournure terrifiante. Des expériences qui ont bouleversé la vie de ceux qui les ont vécues, laissant derrière elles une empreinte qu'aucun rêve ni cauchemar ne pourrait effacer. Alors, installez-vous dans l'obscurité, coupez toute distraction et écoutez. Car parfois, la réalité ne se répète pas, elle se fracture. Je n'ai jamais parlé de cette histoire à personne, parce qu'à chaque fois que je la raconte, j'ai la sensation de la revivre. C'était en 2017. Ryan habitait dans un vieil immeuble de briques ternies, au cœur du New Jersey. 3 étages, des murs qui suintaient l'humidité et des néons qui bourdonnaient sans cesse. Le genre d'endroit où le silence pesait plus lourd que le bruit. Son colocataire, Nick, travaillait de nuit dans un entrepôt à la périphérie de la ville. La plupart du temps, Ryan était seul. Ce soir-là, un jeudi de février, il rentra plus tard que d'habitude. Dès qu'il posa le pied sur la première marche de l'escalier, une odeur l'enveloppa. Un mélange étrange de caoutchouc brûlé et de nettoyant au citron. Cette senteur déclencha quelque chose, un souvenir violent, mais flou, une impression de déjà vécu si forte qu'elle lui coupa le souffle. Il s'arrêta dans le couloir, devant sa porte, et soudain, il sut ce qui allait se produire. Le néon au-dessus de lui clignoterait 2 fois. Une femme en bas crierait quelque chose d'étouffé avant d'éclater de rire, puis, au bout du couloir, un bruit sourd résonnerait, comme un objet métallique tombant au sol. Et tout se passa exactement ainsi, dans le même ordre, au même rythme. Ryan resta immobile, incapable de respirer. Il pensa d'abord à une coïncidence, puis à un rêve. Mais le lendemain soir, cela recommença. Et le surlendemain. Des fragments du futur s'invitaient dans sa tête. Les répliques d'un film, le bourdonnement d'un téléphone, les aboiements d'un du chien dans l'appartement voisin. Il nota tout dans un carnet, jour après jour, jusqu'à prouver l'impossible. Il savait ce qui allait arriver avant que cela ne se produise. Puis, les rêves commencèrent. Chaque nuit, la même scène se rejouait. Ryan était allongé dans son lit. La porte s'ouvrait lentement, laissant entrer Nick, blême et trempé de sueur. Il disait d'une voix glaciale « Il y a quelqu'un dans l'immeuble ». Mais sa voix semblait fausse, déformée, comme un enregistrement qu'on jouerait trop lentement. Et chaque nuit, Ryan se réveillait au moment où Nick le fixait dans le noir. Jusqu'à la dernière nuit. Ce soir-là, le rêve se matérialisa. 3h13. La porte s'ouvrit. Nick était là. Exactement comme dans le rêve. Ryan prit une batte de baseball et le suivit dans le couloir. L'air était lourd, presque liquide. Nick pointa du doigt l'escalier. Personne. Mais le couloir semblait différent. Les ombres ne bougeaient pas comme elles auraient dû. Elles se tordaient, hésitaient, comme si la lumière cherchait désespérément à se souvenir où elle devait tomber. Ils appelèrent la police. Rien d'anormal, disaient-ils. Aucune trace d'effraction. Mais quand Ryan expliqua qu'il avait rêvé cette scène, Nick pâlit. Il lui répondit simplement « Moi aussi ». Depuis cette nuit, tout s'est arrêté. Plus de rêve,
plus de sensation. Mais Ryan jure que, parfois, il ressent à nouveau le frisson du déjà-vu. Une phrase, un pas, un bruit derrière une porte. Et chaque fois, il craint de revoir ce couloir, ce même néon clignotant, cette même odeur de citron et de caoutchouc brûlé. « Si un jour cette porte s'ouvre encore, dit-il, je ne suis pas sûr d'avoir la force d'y aller. » Il pense souvent que la mémoire n'est peut-être pas une ligne droite, mais une superposition de vies, comme des couches de papier peint s'effritant les unes sur les autres. Et dans certaines fissures, les souvenirs d'une autre version de nous-mêmes se glissent à travers. 6 mois plus tard, Ryan déménagea. Mais à chaque fois qu'il repasse devant son ancien immeuble, il ressent la même pulsion étrange. Une envie de s'arrêter, de monter, de retourner au bout du couloir. Parce qu'il en est convaincu. Quelque chose l'y attend. Pas une personne, pas un fantôme, mais une décision qu'il n'a pas encore prise dans cette version-ci de sa vie. Et cette pensée, elle, refuse de s'effacer. Parfois, le déjà-vu ne te prévient pas, il te guide, il t'attire vers un endroit où tu n'aurais jamais dû aller. L'histoire suivante s'est déroulée dans une petite ville paisible du nord-est des États-Unis, entourée de forêts épaisses et de sentiers oubliés. 2 frères, Ryan, 17 ans, et Chris, 19 ans, y vivaient depuis toujours. Leur vie était monotone, école, corvée, soirées sans éclat. Alors, quand l'automne de 2019 recouvrit les collines de feuilles rouges et dorées, ils décidèrent de rompre la routine. Ce samedi-là, Chris lança l'idée qui allait tout changer. « On devrait enfin aller voir cette vieille baraque dont tout le monde parle », dit-il, un sourire aux lèvres. Ryan hésita. Les rumeurs sur une maison abandonnée au cœur de la forêt couraient depuis des années. Certains disaient qu'elle appartenait à une famille disparue sans laisser de traces, d'autres parlaient de rites ou d'apparitions. Mais la curiosité, plus forte que la peur, finit par l'emporter. Ils prirent 2 lampes torches, une bouteille d'eau et dirent à leur mère qu'ils partaient simplement faire une randonnée. Il était un peu plus de 15 heures quand ils s'enfoncèrent sur le sentier. Au début, tout semblait normal. Les oiseaux chantaient, le vent glissait entre les branches et la terre humide sentait la mousse et les feuilles mortes. Mais au bout de 10 minutes, Ryan sentit une gêne familière, ce petit frisson froid dans la nuque, ce pincement derrière les yeux. Il regarda autour de lui. Le chemin, les arbres, les pierres, il avait déjà vu tout cela. Pas une impression vague, non, une certitude viscérale. « C'est bizarre, dit-il à son frère. J'ai l'impression qu'on est déjà passé par ici. »« Impossible, répondit Chris, riant. Mais Ryan était sûr de lui. Chaque tournant, chaque bruit, chaque souffle du vent lui semblait identique à un souvenir qu'il n'aurait pas dû avoir. Et soudain, il sut ce qu'ils allaient croiser. Il y aura un arbre avec un trou dans le tronc, à droite du chemin. 5 minutes plus tard, il apparut. Chris se moqua, pensant à une coïncidence, mais Ryan sentait son cœur battre plus fort. La forêt se fit plus dense, plus sombre. Les feuilles semblaient étouffer leurs pas. Et au bout d'un moment, entre les troncs tordus, la maison apparut. C'était une bâtisse à 2 étages couverte d'herbe sec et de peinture verte écaillée. Les fenêtres du haut étaient brisées, les marches du perron croaquaient sous le vent. Ryan s'arrêta net. C'était elle, exactement celle qu'il avait vue dans sa tête. La même couleur, la même fissure sur le mur, la même rambarde rouillée. Il sentit son estomac se nouer. « On ne devrait pas entrer. »« Mais t'arrêtes, t'as peur ?» répliqua Chris en souriant. Mais le sourire de Chris s'effaça dès qu'ils franchirent la porte. À l'intérieur, l'air était lourd, presque tangible. Un parfum de poussière, de moisissure et de bois pourri saturait la pièce. Le silence semblait vivant, étiré, prêt à se briser au moindre son. Des chaises renversées, du papier peint arraché, un vieux canapé éventré. Et, à gauche, un escalier dont les marches geignaient sous le moindre souffle. Ryan eut cette phrase qu'il n'aurait pas dû prononcer. « Je me souviens de cet endroit. » Chris se retourna brusquement. « Quoi ? Je sais que c'est impossible, mais je me souviens de cette pièce, de cette cheminée et d'une femme, une femme à l'étage. » Un silence lourd tomba entre eux. Chris le fixa avec une inquiétude qu'il tenta de masquer derrière un rire nerveux.
Très drôle. T'essaies de me faire flipper, c'est ça ? Non, je te jure que non. Mais à ce moment-là, un craquement résonna au-dessus de leur tête. Un pas, lent, pesant, réel. Ils levèrent les yeux vers le plafond. Le silence revint, étouffant. Puis Chris murmura « Pierre, papier, que ciseaux. Le perdant monte. » Ryan refusa. Mais Chris insista. Ils jouèrent, Ryan perdit. Et malgré sa terreur, il suivit son frère, pas à pas, jusqu'en haut. Chaque marche geignait. L'escalier semblait vouloir les avertir, les repousser. En haut, un couloir étroit menait à une porte entr'ouverte. Derrière, l'obscurité semblait vivante. Chris s'approcha le premier. Il poussa la porte du bout des doigts. Un souffle froid s'échappa. Puis il se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche trembla. Et soudain, il cria « Cours !» Ryan dévalait les marches sans regarder derrière lui. Ils bondirent hors de la maison, déchirant la brume, courant jusqu'à ce que leurs poumons brûlent. Ils ne s'arrêtèrent qu'à l'orée du sentier, haletant, les mains sur les genoux. « Qu'est-ce que t'as vu ?» cria Ryan. Chris, livide, répondit d'une voix brisée. « Une femme. Elle se tenait debout près de la fenêtre, et elle nous regardait, comme si elle nous attendait. » Depuis ce jour, ils n'ont jamais reparlé de cette maison. Mais Ryan sait ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Ce n'était pas une illusion, ni un rêve. C'était un rappel, un souvenir d'une version passée où ils étaient déjà venus et où les choses se seraient peut-être mal terminées. Parfois la nuit, il revoit cette femme figée dans la fenêtre, la tête légèrement penchée. Il se demande si quelque part dans une autre boucle du temps, elle les regarde encore. Si vous aimez ce genre d'histoire vraie, sombre et dérangeante, n'oubliez pas de vous abonner à Nuit d'horreur, parce que parfois, les récits les plus effrayants sont ceux que d'autres ont vraiment vécus. Parfois, le déjà-vu ne t'avertit pas d'un souvenir, mais d'une fin que tu as déjà connue. C'était en 2020, une de ces nuits glaciales où la neige se mêle à la brume et où les rues semblent désertées par toute trace humaine. La pandémie battait encore son plein, entre confinement et réouvertures éphémères. Les routes étaient vides, les vitrines sombres, et le monde entier paraissait tourner au ralenti. Il était 1h30 du matin. Alex conduisait seul, rentrant de chez sa petite amie. La radio grésillait faiblement. Dehors, la neige tombait en fines volutes, recouvrant la route d'un manteau blanc. Il vivait près de Scranton, en Pennsylvanie, une petite ville tranquille, du moins en apparence. Il connaissait chaque virage, chaque lampadaire, chaque maison. Mais ce soir-là, quelque chose changea. À mesure qu'il approchait d'une intersection, un poids invisible s'abattit sur sa poitrine. Pas de peur, pas d'angoisse, juste cette sensation étrange que tout, dans ce moment précis, était déjà arrivé. Le son du moteur, la neige, la couleur rouge du feu arrière d'une voiture au loin, tout semblait familier. Alex ralentit, bien qu'il ait la priorité. Et soudain, de sa gauche, un pick-up noir surgit sans s'arrêter. L'engin passa à quelques centimètres de sa voiture, manquant de le percuter de plein fouet. Le vacarme du moteur se dissipa dans la nuit, laissant derrière lui un silence glacial. Alex s'arrêta sur le bas-côté, tremblant. S'il n'avait freiné, il serait mort. Mais ce n'était pas ce qui le terrifiait le plus. Ce qui le glaçait, c'était la certitude d'avoir déjà vécu cet accident. Je m'en souvenais. Le bruit du métal, le choc, l'airbag, la douleur, tout. Sauf que cette fois, ça ne s'est pas produit. Il tenta d'oublier. Il se dit que c'était le stress, la fatigue, la paranoïa née de l'isolement. Mais les jours suivants, les épisodes se répétèrent. À un feu rouge, il sut exactement quelle chanson allait passer à la radio avant même qu'elle ne commence. Une femme traversa la rue avec son chien, exactement comme dans son souvenir. Même la couleur de son manteau, même le battement de la laisse contre sa main. Peu à peu, Alex eut la sensation de ne plus vivre le présent, mais d'en rejouer une version déjà écrite. Comme s'il suivait un script dont il connaissait les répliques, sans se souvenir de les avoir apprises.
Et puis, les rêves commencèrent. Chaque nuit, il revivait la scène de l'accident. Toujours la même, la neige, le croisement, le phare aveuglant du pick-up noir. Sauf qu'à chaque rêve, l'histoire allait un peu plus loin. Une nuit, il rêva qu'il sortait de la voiture après l'impact. Et là, il vit son propre corps effondré sur le volant, le visage ensanglanté, les yeux ouverts, vitreux. L'airbag dégonflé, le silence absolu. C'était moi, mais ce n'était plus moi. Comme si une autre version de moi venait de mourir pendant que j'observais la scène. À son réveil, il suait à grosses gouttes. Le rêve semblait si réel que l'odeur de l'essence et du métal chaud lui restait dans les narines. Alors, il prit une décision. Il ne passerait plus jamais par ce croisement. Le lendemain soir, il emprunta un autre chemin, 10 minutes plus long. Et ce choix, ce simple détour, lui sauva peut-être la vie. Car à l'heure exacte où il devait traverser l'intersection, un message arriva sur son téléphone. Un ami. « Mec, t'as vu? Grave accident sur la route de ton quartier. Une voiture pareille à la tienne. Le conducteur n'a pas survécu. Même heure, même modèle de voiture, même croisement. Un autre homme. Une autre version. » Alex resta longtemps assis dans le silence, les mains tremblantes, parce qu'au fond de lui, il savait. Il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Il avait déjà vécu sa mort, et une partie de lui avait refusé de recommencer. Depuis, il évite ce croisement, mais chaque fois qu'il conduit la nuit, il ressent encore ce frisson. Le bruit de la neige contre le pare-brise, la lumière d'un phare dans le rétroviseur, et il a l'impression que, quelque part, une autre version de lui a choisi autrement. Peut-être que le déjà-vu n'est pas une erreur du cerveau. Peut-être que c'est un souvenir d'une autre fin. Quand les souvenirs se répètent, ce n'est peut-être pas notre mémoire qui délire, mais le temps lui-même qui recommence. Avant de travailler dans l'informatique, Michael avait passé 2 années comme veilleur de nuit dans une maison de retraite du nord de l'État de New York. Le bâtiment, ancien, portait les traces de décennies d'usure. Des murs jaunis, des couloirs interminables, des lampes faiblardes qui clignotaient à intervalles irréguliers. Mais malgré cette ambiance d'un autre temps, le lieu respirait la paix, ou du moins il le croyait. Michael travaillait seul la plupart des nuits. Son travail était simple. Faire des rondes, vérifier les chambres, s'assurer que tout allait bien. Les résidents étaient pour la plupart calmes, atteints de démence légère ou simplement très âgés. Tous, sauf une. Miss Adélaïde. 87 ans, silhouette frêle, cheveux argentés toujours coiffés avec soin, regard clair et doux. Elle gardait sur sa table de chevet une photo d'un jeune garçon qu'elle appelait son petit-fils, bien que personne ne l'ait jamais vu recevoir de visite. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait chargé de lucidité, comme si elle observait le monde depuis un endroit où le temps se déformait. Une nuit d'hiver, à 2h15 du matin, Michael entra dans sa chambre pour sa ronde habituelle. Elle était assise sur son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. « Tout va bien, Miss Adélaïde ? Vous avez besoin de quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Elle tourna la tête vers lui, sans cilier, et répondit calmement « Vous m'avez déjà posé cette question. Vous la posez chaque nuit. Mais ce soir c'est différent. » Une vague de froid parcourut la pièce. Michael tenta un sourire maladroit. « Vous devez faire un rêve éveillé, madame. » Elle répondit simplement « Non, c'est vous qui rêvez. Et quand vous vous réveillerez, vous recommencerez encore. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme un secret. Michael nota l'incident dans le registre, persuadé qu'il ne s'agissait que de confusion. Mais la nuit suivante, elle répéta la même phrase, mot pour mot, même ton, même regard. Et la 3e nuit, elle était morte. Son lit était fait, sa photo rangée dans une boîte, comme si elle avait su.
Michael, bouleversé, décida de jeter un œil aux anciens dossiers des résidents. Ce qu'il découvrit le glaça. Des rapports vieux de plusieurs années mentionnaient les mêmes phrases, dites aux mêmes heures, à d'autres soignants. Un des rapports, daté de 2013, contenait cette note « Miss Adélaïde m'a dit « Je me souviens de cette version. Vous prenez votre pause à 3h07. Vous le faites toujours. J'ai regardé ma montre, il était 3h07. » Michael resta des heures à lire ces notes. Chaque ligne renforçait l'impression que Miss Adélaïde n'était pas prisonnière de sa mémoire, mais d'un cycle temporel dont elle était consciente. Peut-être revivait-elle sa vie encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose change enfin. Les semaines suivantes, Michael retourna à son travail habituel, mais rien ne fut plus jamais pareil. Parfois, il croyait encore l'entendre fredonner une vieille berceuse dans le couloir vide. D'autres nuits, en pleine ronde, il ressentait lui aussi ce vertige du déjà-vu. Le bruit d'un chariot, un craquement de porte, une lampe qui grésille, tout semblait rejouer la même séquence. Il commençait à se demander si, à son tour, il n'était pas pris dans une boucle, et si à chaque réveil, il ne recommençait pas exactement la même nuit, avec seulement quelques détails différents. Peut-être qu'Adélaïde n'était pas folle, peut-être qu'elle voyait simplement ce que personne d'autre ne pouvait supporter, le temps qui se referme sur lui-même. Depuis qu'elle est partie, je n'entends plus le tic-tac des horloges. Elle tourne, oui, mais j'ai l'impression qu'elle tourne en rond. 4 histoires. 4 vies qui se sont croisées à la frontière de la réalité. 4 fissures dans le tissu du temps. Et si le déjà-vu n'était pas une anomalie, mais une preuve? Une preuve que nos vies ne suivent pas une ligne droite, mais une spirale, où chaque choix, chaque geste, chaque respiration se rejoue dans des versions successives du monde. Quand vous sentez ce frisson, ce court instant de reconnaissance impossible, ne cherchez pas à l'oublier, écoutez-le. C'est peut-être le murmure d'une autre vous-même, essayons de vous avertir, de ne pas refaire la même erreur. Et si, ce soir, pendant que vous lisez ces lignes, vous sentez une impression étrange, un mot, un son, un battement de cœur familier, alors souvenez-vous, vous êtes peut-être déjà venu ici, et peut-être que vous reviendrez encore. Si ces récits vous ont hanté, abonnez-vous à Nuit d'horreur, la chaîne où les frontières du réel se dissolvent et où chaque histoire cache une vérité que le temps voudrait oublier.